Avançons, quelle est donc ta 4e stat du jour à nous présenter pour les New York Knicks 2024? Justement, il y en a un, il y a quelqu'un dont on n'a pas encore trop parlé. Donc ma stat c'est 7ème. Et donc c'est 7ème Jalen Brunson. Ah Ouais. non, je vais pas faire celle-là. Je vais 5. Ouais. 5,86. C'est la moyenne de temps en secondes où Jalen Brunson a la balle à chaque nouvelle touche de balle. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est même le premier en NBA. Alors, Ah ouais? c'est le premier en NBA, ouais, il y a juste devant Trae Young, enfin pour donner un peu une idée, hein, il a 5,86, il est premier. Derrière, il y a Trae Young, Ja Morant, Gilgeous Alexander, Damian Lillard. Si on prend un autre indicateur qui est le temps de possession, donc littéralement le nombre de secondes par possession où un joueur a la balle en main. Donc pas le temps par touche de balle, tu veux dire, mais le temps global cumulé, on va dire. C'est ça. Ouais. Et donc il est premier aux deux. Il est premier aux deux, avec Luka Doncic deuxième. Si on prend le nombre de dribbles par touche de balle, ouais. il est premier. Ouais. Il est premier avec SGA derrière, et puis Trae Young, Ja Morant, bref. On commence à comprendre un petit peu le principe. Il y a juste une anomalie statistique. On a Javonte Smart, tu sais, un backup de backup aux Sixers, qui a, alors il faudra m'expliquer, qui a en moyenne par touche de balle 24,84 secondes. Ce qui n'est pas possible en fait. Puisque le maximum qu'on peut avoir c'est 24. FD, c'est pour ça que toute recherche stat commence par un filtre de match de minimum 40 matchs. Ouais, mais là c'était tellement évident qu'il n'y avait pas besoin. C'est vrai. Mais voilà, donc il y a eu un petit bug. Donc il a fait une Will Chamberlain de la possession de balle en fait. C'est ça. Chamberlain qui en 62 joue ça. 48 minutes et demie par match parce qu'il jouait tout et même les prolongations. Mais ouais, effectivement. Non, alors je place la mienne avant que tu développes comme ça parce que c'est un peu la même et on est dans le même thème et on pourra parler de lui plus globalement. Moi j'avais 4 parce que c'est le 4e plus gros usage de NBA et donc pour continuer un peu dans t'as cité le temps de possession, moi je cite l'usage. En fait, on est totalement dans une héliocentrisation de Brunson qui encore il y a quelques temps était un créateur normal, qui a émergé en créateur normal et qui se mue de plus en plus vers ce qu'on appelle les joueurs héliocentriques, c'est-à-dire autour de qui tout va tourner et qui a un énorme volume. Donc il est 4e actuellement en usage, en volume de responsabilité, derrière les classiques, je crois que j'ai pas noté, mais c'est SGA, Doncic et Trae de mémoire. Mais voilà, je te laisse poursuivre sur ce nouveau joueur héliocentrique qu'on n'a pas vu venir. Non, bah c'est clair qu'on n'a pas vu venir. Tu disais créateur, on peut même dire deuxième créateur quand il était encore à Dallas. Oui. Enfin, il a commencé d'ailleurs créateur de banc, puis ensuite deuxième créateur à côté de Doncic, puis premier créateur quand Doncic était blessé. Et donc toute la question quand il arrive à New York, c'était est-ce qu'il va réussir à être créateur primaire. L'année dernière, il a réussi, et puis là cette année, tous les garde-fous ont sauté, et puis on y va. Et puis en playoff, c'était encore pire. Enfin, c'était encore plus. Ce phénomène était encore plus exacerbé. Je dirais pas si c'est bien ou pas, mais on est totalement dans une hélocentrisation, c'était ce que je m'étais noté aussi. Avec le développement de son playmaking cette année, il a 31,5 d'assist percentage, 97e percentile, avec du déchet, mais c'est normal, ça vient avec. On en a parlé. L'aspect intéressant de Brunson qui le différencie d'autres, par exemple de Luka Doncic, c'est sa taille. Il est référencé à 6'2", donc c'est, je sais plus combien c'est en centimètres, c'est 1,88. J'ai l'impression qu'il fait moins qu'un 88 quand même sur le terrain. Oui. C'est Ben Taylor qui le disait aussi. Il fait plus 6'1", on va dire, on est d'accord. Voilà, au minimum. Ouais. Mais l'aspect intéressant de sa taille, c'est forcément les angles de passe sont plus compliqués, les tirs sont plus compliqués aussi, c'est pas des très bons tirs qu'il prend. Mais bon, l'efficacité est là, donc on peut pas dire grand chose. Mais voilà, cette année c'était surtout le playmaking qui a continué à se développer. C'est aussi pour ça que la stat d'usage est plus grande, puisqu'il y a plus de passes décisives. Mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience hélocentrique qui va peut-être légèrement se muer l'année prochaine avec l'arrivée de Michael Bridges? Peut-être qu'on va être moins là-dedans. Je pense que il y a un peu des éléments, c'est-à-dire qu'il y avait le fait que lui continue à prendre en responsabilité. À quel point aussi est-ce que ça n'a pas été accentué par la blessure de Randle dont on a déjà parlé, mais qui fait que du coup voilà, on a des créateurs un peu sympathiques à côté, mais c'est pas non plus la folie quoi. Donc je pense que Randle, son absence a un peu
participé à faire augmenter son héliocentrisation, mais de base, c'est quand même lui qui, à mon avis, est appelé et veut prendre plus de responsabilités. Mais ce que je m'étais noté aussi, c'est dans ce côté héliocentrique, pourquoi est-ce que j'avais comme stat le volume et tout cet aspect-là, c'est que ce qui est assez bluffant avec lui, c'est que tu as l'impression que année après année, et comme tu l'as décrit, en fait, il change de rôle à chaque fois, il passe les obstacles année après année, et à chaque fois, il les passe, il les réussit, quoi. C'est-à-dire que, comme tu dis, il commence joueur de banc à Dallas, et puis ensuite il devient joueur un peu plus majeur à Dallas, second créateur, et puis ensuite il devient star à New York, mais star un peu classique, et puis là maintenant il devient star héliocentrique avec encore plus de responsabilités. Bref, ça fait 4 ans que son usage et son volume et ses responsabilités augmentent, et pourtant à chaque fois on a le même rendement, on a la même efficacité, ce qui en soi est donc atteste tout de même d'un certain niveau et d'une progression, parce que faire la même chose aussi bien sur pourtant à chaque fois plus de volume, c'est assez admirable, quoi. Et là, je pense que, comme dit, alors il y a eu l'aide de Hartenstein qui a contribué, il y a eu tout ce qui est connecteur, shooter autour de lui qui contribuent, hein, les charts, DiVincenzo qui fluidifie le jeu, etc. Mais clairement, on a une prise de pouvoir en termes de... C'est un des joueurs les plus gros joueurs en termes de pick and roll de toute la NBA, là, un des plus gros drivers aussi. Voilà, on a vraiment un vrai joueur héliocentrique, alors que le mec, il y a 4 ans, on l'a pas vu venir, quoi. Alors que tu sais, d'habitude, les mecs héliocentriques, souvent on les voit venir de loin, c'est des stars, c'est des joueurs hyper talentueux qui s'installent très vite dans ce rôle-là, tu vois, même sans parler de Westbrook ou de Harden, mais Doncic et Trae Young, à la draft on pouvait se douter que ça pouvait tourner comme ça, d'ailleurs ils sont de la même draft, mais lui, un mec qui il y a encore 2 ans était juste une deuxième option, là d'un coup il explose en tant que gros joueur de pick and roll à gros volume, et en plus qui est bon là-dessus, c'est assez étonnant. Et encore une fois, il y a 2 ans il était à 23% d'usage, 23 en 2022. Et là, il est à 34 quasiment cette année, avec pourtant la même efficacité. Donc ça, c'est assez admirable. Et je pense que l'autre élément, en plus du pick and roll, voilà, je pense que il n'y a pas de révolution dans son jeu, c'est juste que ce qui se faisait de bien, il le fait encore mieux. Et tu as parlé de sa taille, avec ce centre de gravité très bas, je pense que ça lui sert beaucoup dans tout ce qui est nuance de pick and roll et de drive, en fait. Hein. Le fait d'avoir un centre de gravité très bas, comme Trae Young, fait que sur les changements de direction et sur les nuances de dribble, il est d'autant plus tranchant parce qu'il part de plus bas, comparé aux autres athlètes qui sont plus grands et dribblent plus haut. Donc ça, c'est important. Et l'autre élément où il commence un peu à changer le jeu, et pas juste à améliorer ses forces qu'il faisait déjà bien, mais l'autre élément qui change, c'est un peu le pull-up à 3 points. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est un truc... Quand il débarque à Dallas, à New York, pardon, on avait fait un podcast ensemble, je crois que tu avais écrit un article, on en parlait, on disait, mais est-ce que vraiment le pull-up à 3 points peut arriver ou pas? Est-ce qu'il y en a besoin ou pas? Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que, en effet, année après année, le pull-up à 3 points est en train d'arriver. Pas que le pull-up à mi-distance, mais l'an dernier, il était à 3 pull-up à 3 points par match, qui était déjà une amélioration par rapport à Dallas, où il en prenait 1 par match, je crois. Et là, cette année, si la page veut bien charger, mais je crois qu'on était à plus de 4 cette année, oui, c'est ça. 4,3 par match cette année, donc le nombre de pull-up à 3 points continue à augmenter. Alors que, il y a 2 ans, on se disait, il a un petit pull-up à 2 points, il aura peut-être jamais la portée de tir à 3 points, ce sera peut-être un plafond. Là, non. Là, on voit que même ça, il est en train d'exploser ce plafond-là et d'étendre la portée de son tir jusqu'à 3 points, en fait. Ouais, et puis une explosion encore en playoff où il passe encore une étape dans l'héliocentrisation. Après, je parle des playoffs aussi parce que c'est ça aussi la question qu'on se pose avec ces éléments héliocentriques, jusqu'où tu peux aller avec ça, en fait. Parce que l'efficacité, mine de rien, on est à 60% de true shooting percentage, donc 75e pourcentage, c'est bien, c'est très bien même, mais c'est pas non plus élite. La question, c'est jusqu'où tu peux aller avec ça, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre quand même avec ce type d'utilisation? Alors j'entends la critique, mais là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi c'est juste qu'il manque d'aide, en un sens. Mais tu vois, la critique on l'a fait d'habitude à des Doncic, à des Harden, à des Westbrook, à des John Wall, à des Trae Young. La critique, elle vient du fait que ce sont des profils qui manquent de flexibilité. Or, avec Brunson, pour moi, c'est pas tant que lui ne peut pas, c'est juste qu'actuellement, il n'y a pas d'aide, il n'y a personne autour. Mais tu vois, si le jour on lui rajoute une autre star à côté ou un autre créateur majeur, je pense que lui a beaucoup plus cette flexibilité de profil et de pouvoir s'adapter et de jouer off-ball, en fait. Donc, oui. Je suis d'accord qu'il y a des limites un peu dans le de facto. Si tu te dis, si t'as que lui, il n'est pas forcément non plus niveau Doncic dans cet héliocentrisme. Mais s'il y a que lui, t'as une limite. Mais la limite, elle vient pas du manque de flexibilité pour moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas elle vient pas de son profil. C'est ça, voilà. C'est plus une limite de je manque de munitions, quoi. Je manque de force de frappe, en fait.
Ouais, mais c'est pour ça que, enfin, c'est ce que je disais aussi avant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'ajout de Michael Bridges, qui lui, mine de rien, honnête, a eu cette expérience avec le ballon en main et de la manipulation et du pick and roll. Hein. Est-ce qu'il revient avec ces automatismes-là, ou bien il reprend le rôle un peu qu'il avait à Phoenix, plus un spot-up shooter. Donc la grève va être intéressante et je pense que ça va aussi avoir un impact sur l'utilisation de Brunson. Et je m'étais noté, donc moi j'ai ma quatrième c'est la même, hein, un peu c'est ça, donc je l'ai dit c'est l'usage, mais j'avais d'autres stats un peu sur Brunson. 4 joueurs qui répondent aux critères suivants NBA, à peine 4. Plus de 1500 minutes, donc un temps de jeu assez important pour enlever certains temps de jeu un peu anecdotiques. Plus de 1,20 points par tir, donc un certain niveau d'efficacité, plus que ça, et moins de 9% de turnover. Eh bien, il n'y a que 4 joueurs qui répondent à ces critères sur un gros volume. Ce sont Kyrie Irving, Kawhi Leonard, SGA et Jalen Brunson. Donc voilà, ça que j'aime aussi dans son profil, c'est que on a parlé de cette héliocentrisation, notamment avec beaucoup de pick and roll aussi. Ce qu'on remarque, c'est ça aussi la grande différence avec Harden, avec Doncic ou avec d'autres profils, c'est que certes, il est héliocentrique, tout tourne autour de lui et beaucoup, et en même temps, on voit qu'il y a très peu de déchets. Il est à moins de 9% de turnover percentage, là où d'habitude, on est plutôt autour sur des gros volumes comme ça, hein, 12, 13, 14, des trucs assez moches, et ce qui est compréhensible, parce que plus tout tourne autour de toi, plus tu prends des risques de passe, et plus tu as le ballon, plus tu as de chances de le perdre aussi. Et lui, on n'a pas ça, quoi. Donc, on n'a même pas ce compromis des pertes de balles. On a juste un joueur qui est efficace, qui perd peu le ballon, sur pourtant d'énormes responsabilités. Donc, ça rajoute un peu au côté excellentissime saison de Brunson, qui, à mon avis, a quand même passé un cap cette année, quoi. Ouais, clairement. Comment tu le mettrais dans la hiérarchie des créateurs NBA ? Pas au général, mais sur l'attaque, je veux dire. Est-ce que tu le mets catégorie Doncic ? Est-ce que tu le mets catégorie chapeau 2 ? Est-ce que chapeau 3 ? Enfin, dis-moi un peu comment tu le vois dans cette hiérarchie. Bah, je le mettrais dans la catégorie... j'aurais un chapeau 1 avec Doncic, SGA, et je pense que c'est tout. Je le mettrais dans la catégorie du dessous, qui est celle de Ja Morant, de Trae Young. Et je pense que je mettrais Jalen Brunson en haut de ce chapeau-là, quoi. C'est ça un peu mes duels, ouais. C'est par rapport à Ja Morant, tu le mets au niveau, ou peut-être un peu au-dessus par rapport à Ja Morant. Légèrement au-dessus, mais dans ce groupe-là, quoi. Ouais. Si je te dis Trae Young, effectivement, aussi. Ouais, pareil, même groupe, peut-être un peu au-dessus. Je crois que sur l'attaque, je préfère Trae Young. Je pense, mais c'est beaucoup plus proche qu'il y a un an. Ouais, c'est clair. Assez clairement. Je pense que chapeau 1, j'aurai encore un mec comme Lillard. Enfin, dans une bonne saison, en tout cas. Ouais, c'est compliqué. Un mec comme Lillard. Ouais. Là, il a fait une mauvaise saison, en effet. Mais donc, bon, du coup, j'ai compris que si je te propose du genre un Darius Garland, tu me dis non, alors. Kobe White ou Darius Garland? Kobe White et Garland, tu prends Brunson assez facilement, quoi. Oui, ouais. Ouais, je suis assez d'accord, alors que tu vois, pour moi, l'an dernier, on était sur cette catégorie. Pour moi, on était Brunson au coude à coude avec un Garland, alors que là, il y a eu un step-up. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.